Salut à tous, un nouvel audio pour évoquer le retour à la Terre. Il est vrai qu'un retour à la terre, c'est pas forcément très cher, hein. Une terre agricole, on peut en trouver pour 5 000, 10 000 euros facilement à l'hectare. Si on arrive à mettre 30 000 euros en loc à vente, parce que c'est possible en plus de faire de la loc à vente, on peut en plus trouver quelque chose où on a ce qu'il faut pour pouvoir faire un peu de construction, genre une ruine, quelque chose qui nous permette d'avoir un habitat. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est que la majorité des pauvres ont des difficultés de trésorerie, ne peuvent pas payer par exemple un notaire qui va prendre entre 10 et 20% du prix de vente et qui lui ne fera pas de solution avec un échéancier. Et en plus, quand on a des soucis de trésorerie, généralement on finit fiché Banque de France, endetté, enfin voilà, donc on est laissé pour compte, même pour prendre une terre, même si on peut la louer pour 50 balles par mois. C'est pas si on avait déjà une solution d'hébergement qui est garantie et qu'on est à proximité d'une terre à louer et que l'on veut faire du maraîchage, on peut commencer par là. C'est un petit peu moi la solution que j'ai prise pour le moment parce que j'avais fait un appel à la générosité de chacun pour essayer de me sortir de tout ça. Bon, j'ai eu quelques soucis, surtout avec un élu, ce dont on va parler de façon générale. Et j'ai dû abandonner le projet, passer l'hiver autrement, et puis du coup je me dis que voilà, je suis dans une solution où je peux exploiter un terrain de 3000 m², où j'ai une solution d'hébergement qui est accolée. Bon, bah, pendant 2-3 ans, je vais essayer de me faire un petit peu de sous avec du maraîchage pour pouvoir m'acheter ma terre directement. Ce sont des solutions qui garantissent l'autonomie alimentaire, la garantie de cultiver des produits sains, hein, avec des vieux cultivars qui sont riches en saveurs, enfin voilà, qui sont très intéressants et qui n'auront pas trop de difficultés pour pouvoir être ressemés pour le coup. Voilà, c'est un mode de vie aussi qui est sain parce qu'on est plutôt au contact avec la nature. On prend le temps, il n'y a pas d'urgence sur les activités que l'on doit faire, il faut juste essayer de respecter un peu les saisons. C'est assez polyvalent, donc c'est aussi assez agréable pour l'esprit de se dire ah bah tiens, aujourd'hui je vais planter mes piquets, aujourd'hui je vais m'occuper de planter mes trucs, aujourd'hui je vais récolter ça, ou alors je vais faire mon bois. Enfin voilà, ce sont des tâches assez diversifiées qui sont quand même beaucoup plus gratifiantes pour un être humain qu'être dans des tâches très monotones et je dirais même monomaniaques sur un travail particulier, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est salarié. Donc c'est plus gratifiant. Ça peut réellement permettre de vivre correctement, même s'il faut quand même 2-3 années d'installation avant de pouvoir réellement commencer à faire des bénéfices, parce que c'est plutôt des dépenses qui sont faites les premières années. Mais les bénéfices peuvent effectivement arriver parce que il y aura toujours moyen d'écouler sa production, surtout si c'est en mode bio, hein. Enfin, je déteste le terme parce que je considère que c'est normal le bio et que le reste c'est de la merde. C'est plutôt la vérité pour moi. Euh, pour autant, voilà, c'est pas tellement difficile de s'installer, au bout de quelques années, commencer à avoir une production qui permette d'engranger un peu de bénéfices. Par contre, c'est vrai que plus il y a de surface cultivée, plus il y a de kilos de fruits et légumes à écouler, voire des viandes de volaille, des choses comme ça, plus c'est du travail. Donc il y a un moment où non seulement il faut être quand même correctement outillé, il faut être clair, et puis aussi avoir de l'aide, hein, parce que c'est là où les couples ont plus de facilité que les gens qui sont seuls, ou les petites communautés aussi, parce que quand bien même c'est pas l'argent après quoi ils courent, ils en ont besoin d'un peu, et puis pour en faire un peu, il faut quand même produire. Donc on peut faire de la permaculture, on peut faire du bio-intensif, on peut avoir une petite parcelle à exploiter de quelques milliers de mètres carrés seulement qui permettent de produire ce qu'il faut pour pouvoir gagner un peu d'argent, mais c'est quand même du travail. Faut être clair, c'est vraiment du travail. Donc il ne faut pas non plus rêver sur le fait que ce soit la vie douce, on fout rien, on regarde pousser et puis il se passe rien. Non, il y a quand même du boulot derrière. Donc voilà, c'est un retour pour moi aux vraies valeurs. C'est une sécurité alimentaire pour soi, c'est aussi une sécurité alimentaire garantie à la nation
parce que plus on sera nombreux à recoloniser les campagnes, moi je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 10 millions de ménages, donc ça peut correspondre à 20 ou 30 millions de personnes, qui reviennent à la terre, vraiment. Non seulement la France y gagnerait parce que nous sommes une puissance agricole, c'est là notre plus-value, je veux dire, lorsque le pétrole va commencer à manquer, que le système financier va s'effondrer, beaucoup de pays producteurs ne sont pas des puissances agricoles. Nous, c'est notre intérêt de se dire ce que l'on peut échanger contre des matières premières qui nous intéressent, c'est nos surplus agricoles. Et ça signifie pour ça qu'il faut le plus de producteurs que possible, et qu'on soit en dehors du cadre européen, des règles européennes, de telle façon à ce que il y ait des régulations commerciales qui fassent que d'abord on fasse jouer la proximité absolument sur la matière première agricole qui est vendue. Donc avec des prix contrôlés, faire en sorte que les producteurs et soient les décideurs du prix. Hein, c'est pas aux acheteurs notamment ou aux centrales d'achat des supermarchés aux boursicoteurs de décider du bon prix. À l'international, c'est très bien lorsque on veut écouler des surplus, mais lorsqu'il s'agit d'avoir le marché local, enfin c'est-à-dire national, il faut avoir des prix qui permettent aux producteurs de vivre dignement de leur production. Donc ça peut vouloir dire aussi que les prix de l'alimentation se renchériraient dans ce cadre-là, et qu'il faudrait donc faire en sorte que le portefeuille des ménages puisse se soulager sur d'autres postes de dépenses. Moi, je pense en particulier à l'immobilier parce que c'est là où il faut calmer le jeu. C'est beaucoup trop cher. C'est un tiers des revenus des gens en général qui sont absorbés par l'immobilier, que ce soit en location ou en achat. Il faut vraiment qu'on redescende pour moi à 1/5 maximum, quelque chose comme ça, dans ce poste des dépenses des ménages. Et dans ce cadre-là, effectivement, dépenser un peu plus d'argent sur des produits de consommation, qu'ils soient alimentaires ou autres, qui soient plus sains, plus écologiques, mieux gérés, qui soient liés à la proximité, qui correspondent aussi à une réindustrialisation du pays, parce que même pour des biens manufacturés, le fait de se dire ça a été produit localement parce qu'on paye peut-être un peu plus cher ce produit du fait qu'on a mis des tarifications douanières pour surélever le prix en fait artificiellement de ce qui est importé et que l'on peut produire en France, hein, je parle bien de biens manufacturés, mais tout simplement parce qu'on préfère avoir du boulot. Donc si on veut donner du boulot à tout le monde, il faut se dire que quelque part on paye un peu plus cher, ce qui notre contrat social, mais simplement on se préserve de la concurrence de la main-d'œuvre étrangère en ayant des régulations qui nous permettent de dire nous de toute façon ça ne change rien à notre mode de vie, à notre confort de vie, ça va peut-être faire évoluer les salaires, ça peut être inflationniste si justement on n'arrive pas trop à faire bouger le prix de l'immobilier. C'est pas un contrat social qui, du point de vue monétaire, si on ne change même pas les bases essentielles sur la création monétaire, sa ventilation, etc. Et qu'on n'est même pas en train de parler de renationaliser des outils stratégiques de la nation. Hein. Je parle juste de remettre les choses hors contexte européen, où on régule le commerce international et on a au moins le contrôle du taux de change de la monnaie. Rien qu'avec cela, on peut relancer des millions d'emplois industriels et agricoles très aisément, tout simplement parce que on est un peu à l'abri, tout simplement, des bas-coûts de main-d'œuvre étrangers. Voilà. Donc, ce sont là, cette fois-ci, vous voyez que je commence à rentrer sur un regard plus systémique, plus politique au sens général. On s'éloigne petit à petit du principe même de retour à la terre pour se protéger soi, pour relocaliser la distribution de l'alimentation, en assurer sa qualité, en préserver aussi la nation, ses proches, ses amis, sa famille, d'une pénurie alimentaire du fait qu'on serait très nombreux à cultiver. Moi c'est mon souci principal, c'est que l'indépendance alimentaire d'un pays, c'est pas seulement une question de marché de l'alimentation, c'est aussi tout simplement du nombre de producteurs. Plus il y a de producteurs, plus on a la garantie qu'en cas de crise systémique
sur lequel un gouvernement n'a pas vraiment de contrôle, qu'il ne pouvait pas vraiment contrôler, comme une bonne crise financière. Ça peut être assez dangereux pour, pour une population qui a besoin de s'alimenter tous les jours. C'est dans ces cas-là, il faut quand même qu'on ait le nombre de producteurs qui puissent garantir déjà à leurs proches, simplement à des proches, que c'est bon, ils ont des garanties alimentaires simplement parce que on connaît quelqu'un qui vit à la campagne, qui fait du maraîchage et voilà, qui peut dépanner. Donc il faut aussi jardiner. Quand on a un jardin, il faut arrêter d'en faire que des jardins d'agrément. Il faut aussi en faire un petit peu de production pour se garantir une autosuffisance alimentaire, ou du moins une moindre vulnérabilité à une crise alimentaire qui pourrait émerger soit d'un contexte financier, soit d'un contexte de pénurie de matières premières énergétiques. Parce que ça nous pend au nez dans les quelques années à venir. Et évidemment, avec un système ultralibéral qui ne régule rien, qui n'anticipe pas, qui ne fait pas de plan sur 20 à 30 ans pour convertir un petit peu notre économie, on va le subir d'une façon ou d'une autre. On va subir tout ça, et c'est pour notre génération, tous ceux qui sont actuellement qui ont moins de 60 ans risquent très certainement de connaître de très graves crises. Voilà, une succession de crises qui vont être majeures et qui vont poser des problèmes pour qu'une population, que notre population, que les Français puissent s'alimenter. Donc voilà, quand on raisonne à un niveau politique, on comprend qu'il y a une nécessité donc d'inciter les Français à revenir vers les campagnes, à produire de façon raisonnée, à faciliter leurs droits, notamment sur le fait qu'ils aient le contrôle du prix de vente, le marché en lui-même, et voilà, tout ça se pense quand même à un plan, avec un vaste plan agronomique national. Il faut quand même des politiques publiques derrière qui soient incitatives, ne serait-ce que se réinstaller sur la terre. Actuellement, il y a les lois sont souples. Contrairement à ce que l'on peut penser, les lois sont quand même relativement souples. La difficulté, c'est que la vision agronomique d'aujourd'hui, des jeunes qui veulent s'installer, est à 90% pour ceux qui veulent s'installer à la campagne. C'est vraiment permaculture, petites exploitations, micro-fermes, bio-intensifs. On parle vraiment de petites exploitations raisonnées, et en général directement avec l'habitat accolé à sa terre. Donc il y avait une vieille culture qui date à pas mal d'années sur le fait de dire que il fallait éviter le mitage des campagnes. Alors le mitage des campagnes, ça correspond justement à ça. Plein de petits producteurs qui sont dispersés à travers la campagne, sur plein de parcelles. Ils ont tous un habitat sur leurs parcelles, donc on voit des petites maisons partout fleurir. Et voilà, ils produisent leurs terres. Et ça, c'est quelque chose qui était pas très apprécié des politicards à une certaine époque, et qui encourageait à travers certaines lois à ce que les maires refusent tout plan de construction sur de telles parcelles agricoles, pour favoriser le fait que la densification urbaine, en fait, que les gens viennent habiter directement dans le village et pas à l'extérieur du village. Sauf que tout ça a été dans la loi. J'ai pas les articles de loi en tête, mais en gros, ce que j'ai pu lire, c'est que la loi, en fait, est devenue beaucoup plus permissive, en disant, si en gros, dans un village, il y a un souci de dynamiser l'économie et la démographie, le maire est de toute façon le seul décideur à pouvoir autoriser une construction sur une parcelle agricole. Donc en fait, les pouvoirs publics ont laissé toute latitude aux élus locaux qui ont envie un petit peu de dynamiser leur village, et il suffit de regarder un peu les courbes de la démographie des campagnes qui remontent sur plus d'un siècle, où on voit quand même l'exode qu'il y a eu vers les villes des campagnes. On le ressent, on voit bien dans pratiquement tous les villages des pertes démographiques de 2 à 3 fois la population originelle. Actuellement, dans la plupart des villages de France, il y a 2 à 3 fois moins de villageois qu'il y avait il y a plus d'un siècle.
Donc c'est qu'il y a eu une perte démographique et il y a une nécessité pour les villages, qui d'ailleurs veulent garder leurs services publics, de faire en sorte d'attirer les gens des villes à revenir vers les campagnes et à s'installer. Sauf que les maires raisonnent avec aussi des vieux concepts. Donc c'est pas le problème de la loi, c'est qu'ils raisonnent eux aussi avec des vieux concepts. Le jeune aux cheveux longs qui veut s'installer sur sa petite parcelle pour faire de la permaculture en dehors du village, pour eux, il ne représente aucun apport économique particulier pour la commune. Et ils se disent culturellement, c'est pas forcément le genre de zozo qu'on veut avoir sur le territoire. Il y a déjà toujours les phénomènes un petit peu de repli un peu communautaire qui existe aussi dans les villages, faut être clair, hein, et les petites guerres de chapelle qui existent dans les villages, c'est assez hallucinant. Le regard qu'il peut y avoir sur l'étranger, qui peut parfois être suspicieux, c'est récurrent. Et quand vous discutez avec avec heureusement tout le monde n'est pas comme ça dans les villages, mais il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent eux-mêmes, qui disent voilà, moi je me suis installé il y a 10, 20, 30 ans et ça a été compliqué, ou simplement des gens du village qui disent bon bah il y a un espèce d'effet communautaire où dans notre village ceux qui veulent s'installer c'est toujours compliqué. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est culturel. Et ça vaut autant pour les élus locaux. C'est déjà le premier frein. C'est donc un frein humain. Ça n'est pas un frein réel sur le plan de la loi. Administrativement, un élu peut très bien faciliter une construction de 20 mètres carrés autorisée pour une habitation sur une parcelle. Simplement, c'est quand bien même la loi est très permissive à ce sujet, les élus, pour la plupart, ont des phénomènes de repli. Voilà, c'est ce qui fait que ils ne voient pas l'apport économique, démographique, culturel, le lien social, etc., qui serait permis par le fait que des gens s'installent un petit peu en périphérie du village, c'est clair, hein, sur des parcelles agricoles, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas venir très régulièrement au village pour pouvoir aller, que ce soit au marché, faire leur commission, utiliser les services publics, etc., et que c'est forcément des farfelus, hein, ou des gens, mais voilà, il y a une approche de beaucoup d'élus locaux qui est très rétrograde. Donc c'est eux qui bloquent. Il faut savoir ça, c'est quand même assez important de le prendre en considération quand on veut revenir à la terre. Et c'est ce qu'il faut un petit peu casser aussi. C'est là où les pouvoirs publics à l'échelon national sont capables de faire ventiler des circulaires, par exemple, à tous les élus en disant voilà, nous voulons encourager très clairement le mitage des campagnes, ça ne nous dérange plus. Nous considérons qu'au contraire, les gens qui s'installent dans les campagnes avec des petites habitations, alors on peut très bien réélever un petit peu pour les ménages avec des enfants, 20 mètres carrés, c'est pas possible. Donc on peut très bien dire 40 à 50 mètres carrés minimum en fonction du ménage. C'est pas le but de faire des grosses constructions, hein. On est bien dans le principe, vous voulez exploiter la terre. Ok, on vous donne des facilités, que ce soit à travers des subventions pour vous équiper ou pour acheter la terre ou même pour l'avoir gratuitement, hein, parce que je pense que la terre agricole devrait tout simplement être gratuite, sans impôt, non fiscalisée et distribuée, avec une petite part qui est réservée, enfin à l'achat cette fois-ci, qui correspond à l'autosuffisance alimentaire du ménage qui exploite cette terre, et puis le reste qui est public. Simplement, c'est alloué à telle personne jusqu'à ce qu'elle décide de s'en séparer. Mais voilà, ça permet aussi un meilleur contrôle de la ventilation des terres et puis d'éviter de faire transférer ça à des intérêts plus cupides, on va dire. Donc il y a tout ça à penser en amont, des circulaires qui sont communiquées à des maires de telle façon à les encourager à laisser revenir les gens et à donner des autorisations de construction. Cela en éludant alors aussi un argument qui peut être assez souvent véhiculé par les élus locaux, qui est que si jamais on autorise en dehors du PLU, une construction sur une parcelle agricole, qui ne serait pas une parcelle protégée, hein, parce qu'il y a des zones habitat naturel, des choses comme ça où on peut vraiment pas construire, mais sur des parcelles agricoles simples où il n'y a pas de risque d'inondation, il n'y a pas de protection environnementale particulière, il
la législation est souple, comme je le disais, mais un des arguments qui est véhiculé, c'est de dire oui, mais il va falloir que la commune dépense des sous pour faire courir les câbles électriques, les câbles, les réseaux d'adduction d'eau, d'égouts, etc. Mais ça aussi, c'est des arguments qui sont nuls et non avenus. Je dirais que le seul type de câblage qui peut être éventuellement lié à ce genre d'installation, c'est le téléphone. Pourquoi? Parce que l'électricité, nous disposons désormais de toutes les technologies nécessaires pour qu'on puisse être nos propres autoproducteurs. Et je ne parle pas là que du renouvelable sous l'angle de l'éolien du solaire, hein, qui sont déjà en soi des technologies qui peuvent quasiment s'autosuffire. Non, je parle aussi d'autres technologies comme la méthanisation, comme en fait la méthanisation auquel je pense. Il y en avait d'autres que j'avais en tête mais que j'oublie sur le moment et qui me reviendront plus tard. Enfin voilà, on a l'hydroélectrique notamment si on habite près d'un ruisseau, d'un cours d'eau. Enfin voilà, il y a des technologies qui nous permettent d'être autoproducteurs en électricité, en énergie. Le chauffage, c'est pareil. La question de l'assainissement des eaux usées, c'est pareil, parce qu'on sait aujourd'hui tout à fait à faire avec des mares. Hein, ça se joue avec des mares. Mais on sait faire des systèmes d'épuration des eaux usées avec des plantes. Alors, c'est un jeu d'écoulement des eaux dans des mares qui sont dédiées avec des plantes qui sont dédiées, puis de filtration avec de l'eau avec des technologies dédiées. Hein. Puis, en fait, c'est des filtres assez simples, des UV, et puis voilà, l'eau est épurée. Donc, on sait faire tout ça. Il n'y a même plus besoin aujourd'hui d'avoir des canalisations pour faire du tout à l'égout, de creuser des fosses septiques. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus intéressantes écologiquement. On est capable d'être autosuffisant sur sa parcelle en énergie, en eau potable et dans l'assainissement des eaux. Il y a finalement que le téléphone, et à l'ère de la 3G, du téléphone portable, pour peu qu'il y ait un bon réseau, ma foi, on peut payer un peu plus cher une facture téléphonique chez son fournisseur de téléphone mobile pour avoir le net et puis se composer avec ça. Donc c'est même pas une nécessité indispensable. Donc nous avons des maires qui sont peu enclins finalement à accueillir des personnes autour de leur village qui veulent s'installer. Quand bien même ils en ont le droit, la capacité de pouvoir autoriser des constructions, la majorité des maires s'y refusent. Donc c'est un problème de société qui ne peut être résolu que par le haut, que par le fait politique. Il faut bien qu'il y ait un gouvernement qui planifie un peu les choses et puis encourage des nouvelles conceptions agronomiques. Alors, ce qui signifie quelque part que la question de prendre le pouvoir politique reste et demeure. Le point de départ de cet audio, c'était de dire que le retour à la Terre n'est pas une forme de résistance. Et c'est là où je vais revenir à mes premiers moutons. Le retour à la Terre n'est pas une forme de résistance parce que c'est d'abord une protection de soi. Hein, je l'ai dit, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire que l'on cherche à obtenir, éventuellement l'autosuffisance énergétique, l'habitat, tout ça est lié, et c'est une protection. Mais ça n'est pas un mode de résistance, ça n'inquiète absolument pas les industriels de la chimie, des semences, etc. Ça ne fait pas peur aux politiques. Pourquoi? Parce que aller simplement discuter avec quelqu'un qui vit dans des quartiers populaires en banlieue parisienne, ou en banlieue lyonnaise, ou en banlieue marseillaise, le retour à la Terre, il en a rien à foutre. C'est complètement en dehors de ses vues d'esprit. La majorité des citadins sont eux-mêmes coincés dans une vie qui est très citadine. Ils n'y réfléchissent même pas, ça n'est pas dans leur conception. Donc pour qu'un système de vie devienne un phénomène de contre-culture, une forme de résistance populaire et politique à un système toxique,
il faut pour cela qu'il y ait un effet de masse. Il faudrait que des millions de gens, vraiment des millions et des millions, s'inscrivent dans cette logique. Or, ça n'est pas le cas. Je veux dire, il y a actuellement que quelques centaines de milliers de producteurs en France. Hein, il y a vraiment pas grand monde. Ça n'est pas suffisant pour créer un effet de résistance. Et puis, je veux dire, sur le plan politique, on peut toujours être dans l'Union européenne et être sans souveraineté, hein, laisser des décideurs ultramondialistes et inféodés à tous les intérêts capitalistes décider de tout, tout en se disant, moi je résiste quand même parce que j'ai ma petite parcelle que je cultive. Enfin, je veux dire, le système est pourri, tue des gens, il y a toujours des gens qui sont SDF qui meurent sous les ponts, il y a toujours des gens qui sont bombardés avec des armes, des munitions que l'on vend des pays de fous. Ça, c'est pas réglé. Mais celui qui dit moi je suis retourné à la Terre, je résiste au système, il ne résiste à rien. Il laisse faire les choses telles qu'elles sont. Donc, retour à la Terre, oui, pour se protéger soi, pour protéger les siens, ses proches, d'un quelconque risque de pénurie alimentaire, pour essayer aussi d'inscrire quelque part une autre conception de l'agronomie, une autre culture de la vie, considérer que vivre, c'est pas spécialement que travailler, c'est être un petit peu être en harmonie avec la nature, avec le temps, prendre le temps de vivre, de faire des choses diverses et variées. C'est vrai, ça influence culturellement un peuple d'avoir tout un tas de gens qui s'inscrivent dans une démarche philosophique, culturelle, d'entreprise qui soit très différente, très alternative. Ça, c'est utile politiquement. Mais ça ne change rien, ça ne change pas les lois, ça ne change pas les décideurs politiques, ça ne change pas les idéologies qui sont au pouvoir, ça n'a aucune vertu politique, ça n'est pas une résistance. Et comme il faudra en plus à supposer que ces modes de vie fassent des petits par millions et que des millions de gens redescendent vers les campagnes, d'abord il faudrait que le phénomène soit quand même relativement rapide vu les problèmes politiques qu'on a encaissés. Et puis ce que l'on peut constater, c'est que ça fait quand même des dizaines d'années que ce phénomène est là. Hein, petit à petit, l'agriculture industrielle est dénoncée, la permaculture est arrivée un petit peu sur le devant de la scène à partir des années 2000. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se réinstaller, mais n'empêche qu'il y a que quelques centaines de milliers de producteurs, alors que c'est quand même pas si difficile que ça que de revenir vers les campagnes. Je l'ai expliqué en début d'audio, même pour quelqu'un qui est relativement fauché, on peut revenir vers les campagnes sans trop de difficultés majeures. Donc, ça signifie que quand bien même il y a des facilités, ça reste une toute petite minorité de gens qui y vont, malgré la pédagogie, malgré la promotion de ces alternatives de vie, ça reste que quelques centaines de milliers de gens. C'est donc totalement insuffisant. Ça ne fait aucune contre-culture politique. Il faudrait des dizaines d'années pour que ça puisse changer quelque chose. Si toutefois on avait réellement des millions et des millions de gens qui repartaient vers les campagnes. Et je ne sais pas si on a le temps d'attendre des dizaines et des dizaines d'années. Hein, parce que moi, il me semble que la pénurie de pétrole et la pénurie d'autres matières premières, c'est pas pour dans 100 ans. Ça va arriver quand même assez rapidement, très très rapidement même. Nous allons tous connaître ça, encore une fois, je le rappelle. Tous ceux qui sont vivants, qui ont moins de 60 ans aujourd'hui, risquent bien de connaître ce genre de pénurie. Donc il y a urgence un petit peu à se secouer les puces et à dire qu'il va falloir qu'on reprenne la main sur la question politique parce que les traîtres qui sont au pouvoir nous emmènent vers des grandes catastrophes. Et par ailleurs, la démocratie, ça ne s'institue pas en cultivant son petit bout de terrain. Hein. Non, ça s'institue bien par le haut. Alors je sais que je suis d'accord en fait totalement avec Étienne Chouard sur la constituante, sur le fait que c'est bien par le bas aussi que ça joue, mais en vérité les Français qui restent des bons sujets d'un bon vieux royaume ont tendance quand même à considérer que c'est par le haut qu'une initiative politique doit être entamée et c'est par le bas qu'elle est décentralisée et qu'elle remonte ensuite vers le haut. Il faut que le haut décide quelque chose pour que ce soit institué jusqu'au niveau des communes,
Donc par exemple un processus constituant une constituante, moi c'est ce que je défends, hein, que dans toutes les communes, il y en a 36 000 en France, un petit peu plus de 36 000, que dans toutes les communes de France, les gens commencent à réfléchir à la Constitution, à en débattre, à voter des propositions, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, on puisse tomber, se tomber d'accord sur un même texte, hein, qui sera voté par référendum. Mais ce processus constituant n'aura de possibilité d'être établi que si le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, décidait de l'instituer. C'est-à-dire d'envoyer à des maires une consigne en disant voilà, ouvrez les salles municipales de telle façon à ce que les gens puissent débattre de ces questions-là. Et là, il faut un petit peu raisonner en dehors de ses propres schémas partisans, de ses propres replis idéologiques, de ses propres repères communautaires. La majorité des gens ne sont pas comme nous. D'abord, la majorité des gens n'est pas éveillée politiquement, elle est même pas curieuse, elle est même pas intéressée, donc il faut être clair. Et ces gens, la majorité dont je parle, c'est une majorité qui, ad vitam aeternam, s'en foutra, hein, de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut expliquer. Ils en ont rien à battre, mais complètement. C'est typiquement les gens, quand vous allez dans une soirée, vous avez osé parler un peu parler un petit peu de politique, de philosophie, de spiritualité, de choses comme ça. On va vous dire, oh, tu nous fais chier avec tes sujets sérieux, vas-y, parlons bite couille chatte. Ça c'est beaucoup plus marrant, parlons du foot. Bon, ces gens-là, n'espérez pas qui vont changer de comportement, devenir soudain curieux, éveillés politiquement. Ça n'est pas le cas. Ils resteront des millions de beaufs. Et je suis désolé, ils représentent une bonne majorité des Français. Que ça vous plaise ou non, que vous trouviez ça scandaleux, que je puisse porter un tel jugement critique sur notre population, et pas que chez les Français d'ailleurs, parce que c'est assez général. Oui, il y a une majorité de cons, il faut être clair, et de gens qui sont pas curieux, qui sont pas intéressés, qui en ont rien à foutre. Donc vos replis idéologiques particuliers, vos propositions politiques seront de toute façon écoutées que par une minorité de gens. Alors dans cette minorité, il y a des gens qui seront très intéressés, très actifs, très prosélytes, qui seront d'accord avec vous, qui voteront, hein, parce qu'il faut bien voir aussi que c'est une minorité qui vote, c'est même pas une majorité. La majorité s'abstient ou vote blanc. La majorité n'est pas ou vote pour un parti d'opposition qui nous est présenté, hein, le FN ou la FI par exemple, juste pour faire chier les partis au pouvoir, mais sans avoir forcément de réelle conviction. Donc il y a déjà ce point de problème. Mais si on parle d'une minorité votante qui peut changer les choses, parce que c'est quand même une minorité qui peut changer les choses, bah dans ce cas-là, il faut bien considérer que c'est par le combat politique qu'il faut fédérer toute cette minorité instruite, éveillée, curieuse, pour lui dire bon bah on va aller ferrailler politiquement pour instituer notre gouvernement qui corresponde à nos idéaux de telle façon à ce que l'on puisse par exemple faire des lois qui incitent au retour à la terre, qui proposent un autre modèle agronomique qui soit plus respectueux de l'environnement, plus soucieux de relocaliser la production, de gagner en qualité, etc. Mais ça se fera politiquement, parce qu'il y aura une minorité agissante qui aura tout fait pour que politiquement, on soit au pouvoir. Ça veut dire évincer les traîtres, et ça, c'est par la rue que ça se passe. Hein. C'est pas, cherchez pas des divers biais, parce que ça c'est aussi un autre truc qui me gave. C'est pas par l'élection que ça se passera. Donc next les partis politiques sur cette question-là. C'est pas par je vais faire ma révolte en faisant de la monnaie libre, en faisant des travaux constituants, que sais-je encore, en revenant à la terre justement, ou des choses comme ça. Non, c'est bien un mouvement populaire. Il faut que ça soit dans la rue. Il n'y a jamais eu d'autre façon de faire. Hein. Vraiment, vous cherchez dans l'histoire. Je ne connais aucune révolte politique qui aboutit à une révolution, c'est-à-dire à un changement de personnel politique qui se soit passé sans un mouvement populaire dans la rue. Donc je sais que certains, ça les arrangerait de pouvoir dire on peut faire autrement parce que ça ne sert à rien d'aller dans la rue, on ne sera pas écouté, blablabla, c'est toujours la même rengaine.
Donc ils cherchent tous les biais possibles et inimaginables pour pas bouger leur cul. Mais je suis désolé, il va falloir bouger votre cul même si ça vous emmerde. Si vous avez des réelles idées, que vous êtes réellement éveillé, que vous avez peur pour l'avenir, parce que moi j'ai vraiment peur pour l'avenir. Je pense que si on se bouge pas notre cul, nous allons vraiment mourir collectivement, qu'il va se passer des choses extrêmement graves. C'est pour ça que je bouge mon cul. Mais ne cherchez pas à légitimer votre discours politique, à dire c'est comme ça qu'on va changer le monde, par le bas. Ça, c'est une façon de pousser à l'immobilisme, à vous autoconvaincre de... c'est la méthode Coué. Voilà, c'est dire, moi, vous voyez, je bouge pas mon cul, je manifeste pas, je fais pas tout ça, mais je suis un résistant parce que j'ai fait un retour à la Terre. Et franchement, j'ai envie de tarter ces gens qui disent ça. C'est vraiment, j'ai envie de les tarter parce que ça, c'est une hypocrisie qui est insupportable, qui est vraiment insupportable. Je veux dire, la logique du retour à la Terre, soit, je l'entends, je suis entièrement d'accord, je m'inscris totalement dedans. Changer complètement notre rapport à la nature, l'environnement, à la vie en général, je suis totalement d'accord. Se battre contre les banques, contre les mafieux, je suis totalement d'accord de toutes les façons possibles, mais n'empêche que la seule façon de résister, concrète, réellement, c'est prendre la rue. Donc, c'était un petit audio que je voulais faire parce que j'entends tellement, mais tellement, c'est vraiment, ça devient lourdingue, des hypocrites, et je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ces gens-là, des hypocrites qui se voient la face, qui font de la méthode Coué en disant « Revenez à la Terre, c'est comme ça qu'on va changer le monde », arrêtez de dire ça. Protégez-vous, oui, dites, moi je suis retourné à terre parce que j'ai franchement la trouille que tout ça parte en sucette, j'ai pas tellement envie de m'inscrire dans des luttes, etc. parce que c'est pas que je sois paresseux, mais bon, enfin ça me fait chier, j'y crois pas, voilà. Ça c'est un discours qui est honnête, qui est de dire je reviens à la terre pour protéger mon cul parce que j'ai pas envie de me battre politiquement. Ça c'est un discours qui est profondément honnête et respectable. Moi je respecte totalement ce discours. Mais quelqu'un qui me dit je suis revenu à la Terre parce que c'est une forme de résistance politique contre Monsanto, le système, le gouvernement, etc. J'ai envie de le tarter. J'ai envie de lui dire t'es qu'un hypocrite, t'es qu'un putain d'hypocrite qui a pas envie de bouger ton cul. Et pour trouver une justification au fait que tu veuilles pas bouger ton cul, tu vas dire que tu retournes à la Terre. C'est pas vrai. Tu retournes à la Terre uniquement pour protéger tes fesses. C'est différent. Donc voilà, c'était... je suis désolé, avec mes formes habituelles, j'ai tendance à être un peu brutal quand un sujet m'agace et que je commence à le brosser, à revenir sur des commentaires lus. Voilà, c'était un petit audio sur le retour à la Terre et la résistance. J'espère que j'ai pas été trop pénible. Je sais que j'ai été trop long comme d'hab. Je vous dis à la prochaine. À plus.